On y va. Alors, ça s'appelle l'internationalisme à l'époque de l'offensive planétaire néolibérale. C'est un peu, effectivement, un genre de définir les grandes caractéristiques de la réalité de la nouvelle mondialisation capitaliste, en fait. Alors, la nouvelle, on peut dire, nous sommes dans un système monde marqué dans une situation de guerre permanente et de chaos politique. Ça, puis ça va être pire puis les perspectives sont pires que celles qui sont actuellement. Dans les États impérialistes restent dominants. Les États impérialistes restent dominants et cherchent à approfondir cette domination. Ils utilisent les institutions internationales pour assurer le pouvoir des classes dominantes, soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc. Ils lancent des guerres néocoloniales d'accaparement des richesses au nom de la guerre au terrorisme. Par exemple, des guerres pour le pétrole, des guerres pour les richesses matérielles. Bientôt, ce sera les guerres pour les métaux rares pour supposément faire le tournant écologique. Ils mènent une offensive systématique contre les droits collectifs et économiques des pays dépendants. Ils instaurent des règles universalisant la mobilisation des capitaux, comme le libre-échange, effectivement. On peut dire que c'est une intention consciente de la bourgeoisie internationale qui trouve son expression dans la politique des États impérialistes. Ils développent une logique sécuritaire face aux résistances rencontrées, donc guerre contre le terrorisme. Ils instrumentalisent, parce que c'est une petite nuance que je ferais avec ce que Jean-Pierre disait tout à l'heure, ils instrumentalisent la xénophobie et le racisme pour justifier les politiques d'immigration et transformer l'Europe et l'Amérique en forteresse assiégée. C'est-à-dire que le racisme vient d'en haut souvent. Souvent, il reçoit un appui dans certains secteurs moins politisés, moins organisés, mais le racisme vient d'en haut. Quand on regarde la situation française à l'étape actuelle, puis la politique, effectivement, de développement de l'islamophobie systématique par le gouvernement Macron, puis effectivement qui rentre en concurrence avec l'extrême droite, on voit que c'est une politique. Et même au Québec, ce qui était à l'avant-garde, effectivement, de toute une série de politiques, le gouvernement de la CAQ, et ensuite, ils trouvent des bases, ils construisent des bases sur ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a une instrumentalisation de la xénophobie et du racisme par les politiques des classes dominantes. Alors, et effectivement, ce qui change la situation par rapport antérieurement, c'est l'apparition de nouveaux pays émergents, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, on nomme des fois l'Afrique du Sud, redéfinissant la hiérarchie des nations suite à une concurrence exacerbée, conduisant à des guerres commerciales. Il nous reste une nouvelle course aux armements, y compris nucléaires. C'est très important. David insiste souvent là-dessus. Je pense qu'on est vraiment dans une situation où il y a des menaces de guerre imminentes. Menace de guerre imminente contre la Chine, menace de guerre imminente contre la Russie. Alors donc, ça c'est important, et c'est lié effectivement à l'apparition des nouveaux pays émergents. Alors l'internationalisation croissante des chaînes de production et de localisation a fait de la Chine l'atelier du monde. Il y a eu aussi une prolétarisation du Sud. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le texte de Bois-Mama, mais Bois-Mama explique que la classe ouvrière manufacturière n'a jamais été aussi importante que maintenant. Dans les pays capitalistes avancés, il y a eu un processus, effectivement, où la classe ouvrière de ce secteur-là, mais maintenant, ça s'est développé en Chine, dans les pays du Sud-Est, etc. On peut dire qu'on assiste à une prolétarisation massive du monde. Alors ça, c'est extrêmement important. OK? Puis, ça crée les conditions de la riposte et de la révolte. Il y a un développement d'une lutte pour l'hégémonie entre les États-Unis, la Russie et la Chine, et face à la montée des dangers de la guerre nucléaire. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, on voit, lorsqu'on lit effectivement les déclarations de l'impérialisme américain, ils sont en train de développer effectivement des armes nucléaires tactiques. Puis le développement des armes nucléaires tactiques est directement lié à la possibilité de leur usage. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est absolument important. Et bien sûr, ce qu'on voit aussi, face à la détérioration, parce que c'est ça qu'on voit, c'est que le capitalisme répond de moins en moins, est capable de répondre de moins en moins aux besoins de la population, et ce qui amène une généralisation des régimes autoritaires.
en Pologne, en Hongrie, aux Philippines, en Égypte, etc., etc. Alors, effectivement, on est vraiment dans une telle situation. Ça, c'est le premier élément de l'offensive. Deuxième élément, une période marquée par une crise écologique destructrice qui remet en question l'avenir de l'humanité, les conditions d'habitabilité de la Terre. Alors ça, c'est absolument important. On est dans le Capitalocène, une période qui remet en cause les possibilités de la vie sur la planète. Pas de demande pour tout le monde, on n'a pas une thèse effondriste, mais je dirais on rentre dans une période de multiplication des basculements. Alors, qui va changer les conditions, y compris de la lutte politique, de la lutte économique, mais particulièrement de la survie, tout simplement. Et face à ça, la bourgeoisie développe ce que Andreas Mann appelle un négationnisme instrumental. C'est quoi ça, le négationnisme instrumental? C'est-à-dire, ils reconnaissent la crise climatique, mais ils ne sont absolument pas prêts à remettre en question les fondements capitalistes qui sont à l'origine de cette crise. Donc, il manifeste une irresponsabilité complète de la classe dominante face à la crise climatique qui s'approfondit. Il se contente d'imposer des mécanismes du marché comme la seule voie pour faire face à la crise climatique. La crise climatique est d'abord payée par les populations du Sud global. Alors, la crise climatique va renforcer les processus migratoires. Étant donné le caractère de plus en plus inégal d'accès aux biens communs essentiels, c'est-à-dire nourriture, eau, médicaments, énergie, etc. Toutes les populations qui sont entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, très rapidement vont devoir se déplacer de façon massive. Donc, effectivement, on va être dans une situation où ces déplacements-là vont être des luttes pour la survie, des luttes pour les biens nécessaires à la survie, donc des guerres possibles. Alors ça, c'est toute cette... quand on dit qu'on rentre dans le chaos, c'est ça. Et ensuite, la pandémie elle-même. L'autre petit livre de Mann que je vous suggère, c'est qui s'appelle « Chauve-souris et Capital ». Il démontre vraiment par A plus Z, tu sais, A plus B, que la pandémie actuelle est un sous-produit direct de la crise écologique destructrice, l'exploitation capitaliste, la déforestation, le développement des zoonoses. Puis ce qui s'annonce, bien sûr, ce n'est pas le dépassement de la pandémie, mais c'est la multiplication des périodes pandémiques. Alors, à cause qu'ils ne veulent pas remettre en question, c'est-à-dire qu'ils sont tous là dans une démarche complètement curative, de dire on va guérir les gens, on va leur donner des vaccins, etc., etc., mais ils ne sont pas dans la démarche de dire il faut créer les conditions que la multiplication des zoonoses prenne fin. Alors, ils sont jamais dans le discours des gouvernements, ils touchent à cette notion-là. Prochaine. OK. Face à cette situation-là, bien sûr, il y a une résistance internationale. OK. Une résistance internationale multiple et fragmentée. Alors, il y a des mouvements massifs contre l'austérité, les concentrations des richesses et de l'autoritarisme étatique partout, du Chili au gilet jaune, en France, de l'Algérie au Liban. Il y a surtout, on se souvient, à l'automne 19, avant qu'on rentre dans la pandémie, il y a eu une multiplication à l'échelle planétaire des mouvements de masse contre les politiques des États, contre l'offensive, dans le fond, contre l'offensive néolibérale internationale. Alors, on peut les mentionner, mouvement de résistance climatique, mouvement massif, on se souvient de la manif 500 000 à Montréal, massif animé particulièrement par la jeunesse. Le mouvement des femmes a été contre la violence, contre les féminicides, contre toutes les expressions du patriarcat, a pris une dimension internationale, puis il l'a pris depuis un certain temps déjà. Hein? Puis effectivement, est à la pointe en mettant de l'avant des formes de lutte internationale comme des grèves internationales. Donc, on est vraiment, avec ce mouvement-là, au centre de la perspective internationaliste. Puis par contre, le mouvement anti-guerre marque le pas. Alors, le problème qu'on a à l'étape actuelle, c'est le problème de la gauche, c'est le problème de son expression politique,
C'est-à-dire, il y a un manque d'expression politique en termes de... C'est quoi quand on dit qu'il y a un manque d'expression politique? C'est-à-dire que les mouvements ne posent pas le problème du pouvoir des classes dominées, des secteurs opprimés de la population. Comment poser la question du pouvoir? Comment poser la question du renversement des pouvoirs en place? Pas simplement par le remplacement de certains leaders, mais vraiment par un projet de classe, comme ce qui s'est produit effectivement au début du 20e siècle avec le développement du mouvement communiste international. Donc, on est vraiment à l'étape actuelle et c'est pas... Et on a vu, il y avait les affaires de l'intermondialisme, les débats, etc., ces mouvements autour de ça, mais jamais ces mouvements-là n'ont été à la hauteur des problèmes et de poser la question en termes politiques et en termes de centralisation politique. Alors ça, je pense que c'est fondamental. Alors, c'était un peu court. Alors, les questions sont les suivantes. Pour vous, quels sont les traits les plus importants et les plus significatifs de l'offensive néolibérale actuelle? Deuxièmement, quels sont les effets contradictoires sur la situation mondiale, c'est-à-dire au niveau du développement des formes de conscience nationalistes et internationalistes? Un peu donner des exemples et exemplifier cette affaire-là. Et troisièmement, en quoi la crise climatique et ses conséquences, migration et guerre, doivent redéfinir l'internationalisme et ses tâches. OK, donc, c'est effectivement les réponses, un peu l'appréciation de la période et qu'on doit essayer de concrétiser puis de préciser et les tâches nouvelles qui sont posées par cette nouvelle période historique, c'est clair. C'est-à-dire la forme que prend le Capitalocène fait qu'à l'étape actuelle, les conditions de la lutte sont redéfinies radicalement. Tout le monde parle en termes d'urgence, mais puis effectivement, mais si on prend par exemple le mouvement écologiste québécois, avec tout ce qu'ils produisent, etc., la majorité encore ne remet pas en question la logique, une rupture, la nécessité de la rupture avec le capitalisme. Alors, je vous propose, comme lecture, si vous avez, même je ne suis pas en accord sur beaucoup de points, mais le livre de Frédéric Lordon qui s'appelle « Figure du communisme », vraiment montre à quel point cet refus de la rupture avec le capitalisme, le fait de dire que c'est plus facile de penser la fin du monde que la fin du capitalisme, est une faiblesse majeure de la gauche à l'étape actuelle. OK. Alors, effectivement, ce qui est important, puis c'est, on peut dire, quand on regarde la gauche en général, c'est-à-dire qu'il y a une gauche internationaliste, bien sûr, mais beaucoup de la gauche dans les mouvements sociaux ne pose pas le problème de caractère international de lutte de classe. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde Québec solidaire, c'est-à-dire sauve des personnes qui sont, je dirais, des personnes dévouées au combat internationaliste dans Québec solidaire, en général, c'est comme si c'était la grande muette. Tu n'entends vraiment rien sur le problème internationaliste comme une des grandes préoccupations majeures. Alors, il y a Ronald qui réussit à faire venir telle personne de Catalogne, Benoît qui fait venir quelqu'un d'Écosse ou André qui fait venir quelqu'un d'ailleurs, etc. Alors, effectivement, mais en général, ça n'inspire pas complètement. Mais si on regarde la situation, on dit les processus révolutionnaires ont un impact international. Puis effectivement, puis il faut penser, quand on parle, il y a une dialectique des fronts de lutte. On ne peut pas commencer à ignorer des luttes parce que les luttes, ils nous inspirent. Et on voit, ça a été vrai, effectivement, dans les années 60, avec comment c'est construit, effectivement, à partir de la révolution vietnamienne, la révolution nicaraguayenne, etc. Comment ça a été, ou encore plus dans la révolution russe, c'est-à-dire avec la révolution russe a amené une transformation radicale de des organisations politiques ouvrières à travers le monde, avec l'apparition des PIC, la rupture avec la Deuxième Internationale, etc. Alors, donc, effectivement, il y a l'impact des révolutions. Puis, comme il y a eu un impact de la révolution chinoise sur le sud-est asiatique, sur le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie, etc.,
Puis l'impact de la révolution cubaine sur le développement révolutionnaire en Amérique latine, c'était absolument majeur aussi. Ou l'impact de la révolution vietnamienne, qui va paralyser pour toute une période les possibilités d'intervention de l'impérialisme américain, mais qui va permettre aussi le développement, que le mouvement de solidarité, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs ou en Chine. Pas en Chine, mais au Japon, a permis effectivement que se développe toute une gauche anticapitaliste. Donc, puis à l'étape actuelle, c'est pas vrai qu'il n'y a pas des luttes d'ensemble, pas des luttes globales. On n'est pas dans les processus révolutionnaires de l'ampleur qui a encore, l'ampleur encore qu'il y a eu au début du 20e siècle. Puis effectivement, mais jusqu'à effectivement la révolution nicaraguayenne, c'était pas si c'était pas au début du siècle. Alors, effectivement, il n'y a pas eu à l'heure actuelle, mais il y a des mouvements d'ensemble. Puis ça, c'est absolument important. Alors, ça, c'est des choses que j'ai déjà dit tout à l'heure. Je l'ai placé à deux places. Alors, c'est la résistance internationale, c'est la montée. Alors, j'ai mentionné les mouvements massifs de résistance. Puis, effectivement, tout ce que Ginette insistait sur la mise en place des réseaux. Un mouvement anti-guerre, mais effectivement, on va passer celle-là parce qu'on l'a déjà abordé. Alors, à l'étape actuelle, il y a toutes sortes de courants qui ont des positions particulières. Il y a des courants comme le municipalisme libertaire, pensent que tout va passer par les luttes locales. Il y a des courants qui disent, puis effectivement, leur nom, il est là-dedans. Penser à internationalisme à l'étape actuelle, c'est complètement, c'est flyé, ça dépasse tout le réel, c'est pas ça, c'est pas là qu'on est. Qui pensent toute leur lutte simplement à caractère national parce que c'est simplement là qu'il existe des véritables communautés politiques. Puis il y a des courants internationalistes. Mais effectivement, c'est la question à l'heure actuelle. La question à l'heure actuelle, c'est comment on opère, comment on peut développer une dialectique des luttes locales, nationales et internationales, et comment éviter le piège du repli national. Alors, parce qu'effectivement, on le sait, les gens le disent, il n'y a pas de solution nationale aux problèmes planétaires. Il n'y a pas de solution nationale, par exemple, à la crise climatique. Et pourtant, lorsque tu regardes les programmes, ils sont conçus complètement dans un cadre national. Ils ne posent pas le problème majeur de la lutte internationale au niveau climatique. Est-ce que c'est le cas de Québec solidaire? Évidemment, il ne s'est pas posé du tout. C'est-à-dire alors qu'effectivement, il y a une affaire à Glasgow. Nous-mêmes, on devrait en discuter de la déclaration de Glasgow, puis dire pourquoi il faut mettre ça au centre d'un combat idéologique qu'on doit faire au Québec. Mais effectivement, le danger, effectivement, c'est de revenir. Et comme on voit, c'est facile, effectivement, d'opposer la dimension internationale, puis de revenir sur une position de démondialisation. Hein, de dire, oh, l'altermondialisme a montré ses limites, maintenant il faut aller vers la démondialisation. Et ça, ce n'est pas un petit danger. Puis effectivement, on peut concevoir qu'il y a certaines mesures de démondialisation, il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais quand j'ai lu le manifeste sur la démondialisation, puis quand j'ai vu les 50 des intellectuels de gauche les plus connus du Québec avaient signé ça, je me suis dit, il y a un problème. J'ai fait une réponse à ça à l'époque dans Presto à gauche. Mais effectivement, c'est majeur. C'est-à-dire, parce que là, tu commences si tu dis il faut commencer à passer des combats, par exemple, imposer des transferts technologiques, cession des brevets communs internationaux, pourquoi des luttes, par exemple, pour la généralisation qu'il n'y ait pas de brevets sur les vaccins contre la COVID-19, etc., etc. Ça fait partie de nos tâches. C'est des tâches qui, effectivement, devraient être dans le discours de nous et de Québec solidaire particulièrement, OK? Établir des relations, puis effectivement, comment établir des relations égalitaires entre les différentes régions de la planète, ça exige que leurs avantages relatifs, disponibilité des moyens de développement pour les pays du Sud. Alors, ça veut dire comment on transfère, pourquoi il faut transférer les technologies vers le Sud? Si on dit, bien, on va construire ce qui nous est nécessaire, on va se replier, puis on va faire des choses, mais on ne pourra pas régler les problèmes comme ça. C'est sûr. Puis ça, c'est la perspective de Husson dans son texte. Il dit il faut une mobilisation parcimonieuse.
Puis ça, je trouve que c'est bien. Il dit qu'il faut réduire le capitalisme néolibéral a tout transformé les industries en monoculture, en culture d'exportation, etc. Puis, puis avec une division de l'international du travail pour profiter de la surexploitation des travailleurs travailleuses des pays du Sud, mais ça a créé vraiment une division internationale du travail rationnel d'un point de vue de la recherche de profit, mais irrationnel par rapport effectivement à la protection de l'environnement et de la planète, irrationnel par rapport aux nécessités effectivement de satisfaire aux besoins de la population. Donc, il faut une mondialisation, il faut réduire l'intensité des échanges, il faut réduire les temps de production, il faut réduire des besoins à l'exportation. Toute notre agriculture est construite sur l'exportation, alors qu'effectivement, on ne réussit pas à avoir une souveraineté alimentaire. Donc, il y a une dimension, effectivement, il y a une dimension je dirais, de mondialisation, puis de remise en question de la mondialisation néolibérale. Mais il faut opposer aussi toute une série de luttes et de revendications concrètes, de solidarité concrète avec les pays du Sud. Alors ça, je pense que c'est absolument fondamental. Alors, donc, on dit favoriser la souveraineté alimentaire, en finir avec une agriculture centrée sur l'exportation, en fait, pour créer des emplois dans l'agriculture alors qu'on les a fait quasiment disparaître. Donner un statut de... Et ça, ça reprend un peu le point 1. Donner le statut de bien commun universel à une série de biens communs universels. Les vaccins, c'est un bien commun universel. Ça ne peut pas être laissé. Est-ce que c'est un combat qui pourrait être mené? Est-ce que c'est un combat qui pourrait, politiquement, est-ce que c'est un combat qui pourrait avoir un écho dans la population? J'en suis persuadé. Alors, il y en a qui le mènent, il faut le mener. Je pense qu'effectivement, l'organisation politique comme Québec solidaire devrait le mener, alors que c'est presque pas, tu ne les entends pas parler sur les questions internationales. Et instaurer effectivement, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas une démondialisation pour un retour sur le national, mais instaurer une division internationale du travail coopérative et ne pas laisser au mécanisme du marché le fait d'être le moteur de l'organisation de la division internationale du travail. Alors, bien sûr, ça va passer, étant donné la nature des gouvernements dans le Sud global, ça va passer autour de revendications précises, mais il faut les identifier puis il faut se battre pour. Il y a 2 diapos. Okay. Je pense que c'est important de voir, par exemple, la démondialisation à l'heure actuelle, c'est un thème de la droite et de l'extrême droite. Alors, c'est la droite nationaliste. Il y a bien sûr de la gauche. Tu peux avoir une version de gauche de la démondialisation, mais ça ne permet pas d'identifier les problèmes, puis il y a un danger de dérive nationaliste. Et effectivement, il faut regarder. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup les textes programmatiques du PQ, mais moi, j'en manque pas un. Alors, pour le PQ, à leur dernier congrès, la démondialisation est au centre du document du PQ. Ils disent effectivement, il s'agit de compter sur l'intervention de l'État québécois pour favoriser les capacités concurrentielles des entreprises québécoises pour opérer une démondialisation. Il dit le soutien gouvernemental à l'investissement, il faut protéger les sièges sociaux, il faut alléger les obstacles bureaucratiques et réglementaires, puis élargir la base entrepreneuriale qui va fournir au Québec les entreprises québécoises pour faire leur place sur le marché international. C'est ça qu'ils appellent la démondialisation. Donc, il y a des lectures de la démondialisation qui sont très dangereuses sur le faire. Sur l'otage internationaliste, moi, être partie prenante des initiatives visant la convergence des luttes. Alors, je pense à l'affaire de Glasgow. C'est-à-dire, nous, comme parti, on doit effectivement viser à dire, hey, ce qui se passe à Glasgow, on ne laissera pas une coalition molle qui dit rien là-dessus. Il faut absolument prendre l'affaire de Glasgow puis la marteler comme étant effectivement la perspective pour le mouvement anticlimatique. Convaincre les mouvements de l'importance de la solidarité internationale, faire reconnaître les positions programmatiques les plus avancées dans les mouvements sociaux au niveau international, démontrer l'urgence de l'expropriation des capitalistes en santé, dans l'énergie, dans les transports, dans l'agriculture, dans les finances, et remettre à l'ordre du jour la nécessité de la planification socialiste. Alors, défendre des processus constituants, ça c'est important parce que les processus constituants, ça fait partie du Québec solidaire, ça fait partie, par exemple, des insoumis en France. C'est important parce qu'il y a une dérive vers l'autoritarisme, alors il faut le faire. Puis je finirai par quelque chose que je n'ai pas marqué, mais je veux dire qu'il faudra en le parler. C'est comment, au niveau international,
on ne pose pas le problème de l'organisation internationale. À un moment donné, je suis d'accord avec Jean-Pierre, on ne peut pas ne pas le poser. Puis on peut le poser de différentes façons. On peut le poser en termes de ralliement, on peut le poser en termes de contact, etc. Si j'arrive aux questions, alors comment se situer face au débat sur l'intermondialisation et la démondialisation? Il faut quelque chose avec tuner, là. On dit mettre un tune-up parce qu'on veut une démondialisation, on veut un certain niveau de mondialisation qui tient compte qu'il faut effectivement en finir avec des échanges, puis une mondialisation qui impose une division du travail simplement pour le profit des entreprises. Face à la crise dimensionnelle du système capitaliste mondialisé, la contribution à apporter à la reconstruction d'une gauche révolutionnaire, internationaliste, féministe et éco-socialiste. Alors, quel contact? Ça, c'est la question que je veux vous poser dès maintenant. Quel contact, quel lien établir avec les différentes organisations militantes, écologistes, féministes, syndicales, politiques, internationales? Est-ce qu'il faut faire des démarches? Quelle démarche il faut établir? Puis pourquoi il faut le faire? Puis qui pourrait travailler dans cette direction-là? Puis pourquoi ce n'est pas à l'étape actuelle quelque chose qui n'a pas de sens, qui prend sens, qui peut que nourrir notre réflexion et effectivement nos capacités d'initiative?